golfeur Adi Schatz, ou Adieu Schatz, hein. Vieille expression de ma Gascogne, qui, je l'ai appris pas plus tard que ce matin, signifie autant au revoir que bonjour. Voilà, donc désormais, ce sera Adi Schatz, parce que je trouve que c'est une très très belle sonorité. Alors, aujourd'hui, petit carnet en main de notes, je vais partir m'entraîner à Carignan, à côté de chez moi. Endroit merveilleux, pour ceux qui ont déjà vu quelques-unes de mes vidéos, endroit merveilleux pour s'entraîner et pour faire un étalonnage. Eh oui, on va parler de ça. Et j'ai pensé à faire cette vidéo parce que je me suis dit, bah tiens, justement, je vais peaufiner mon étalonnage de wedge cet après-midi. Bah, pourquoi pas faire une vidéo? Parce que c'est quand même une thématique fort intéressante et fort importante. Que dire en introduction? Ça me rappelle une anecdote. Enfin, c'est plus qu'une anecdote, hein. Quand j'ai démarré ce métier, donc, il y a 11 ans, et que j'étais d'une grande naïveté par rapport à l'équipement de golf, ah oui, comme tout le monde, j'avais 3 wedges dans mon sac, achetés en boutique, enfin je ne sais plus où exactement, mais peu importe, et qui étaient estampillés 50, 54, 58. Et je croyais naïvement que c'était un 50, un 54 et un 58. Et puis, je travaillais, mais je ne comprenais pas pourquoi je faisais quasiment les mêmes distances avec mon 54 et mon 58. C'est quelque chose qui je m'en souviens très bien, m'avait pris la tête tout un hiver à taper saut de balle sur saut de balle au practice, à regarder des vidéos, à en parler autour de moi, etc. Enfin bref, personne n'avait la réponse. Problème de swing, problème technique, bon voilà, tu sais pas jouer ce club, bon. Et puis après, je me suis lancé en tant que club maker. Et forcément, les premiers clubs que j'ai analysés, que j'ai étudiés, c'était les miens. C'était les clubs de mon sac. Et là, je me suis rendu compte que mon 54 faisait 56 degrés et mon 58, 57. Voilà. Bon. En 5 secondes, j'avais la réponse à des heures passées au practice où je ne comprenais pas pourquoi je faisais exactement la même distance. Bon. Donc là, ça a été un choc. Et puis, depuis ce jour, ça ne cesse de se voir à l'atelier avec plein de, encore une fois, toutes marques confondues. Alors, j'en ai parlé pour les problèmes des drivers, hein, avec des lofts capricieux, on va dire. Mais sur les wedges, et puis sur les fairways également, mais sur les wedges, il y a des écarts. Typiquement hier. Hein. Hier, je crois qu'on a battu tous les records. J'avais à l'atelier un monsieur avec 3 wedges. Alors les 2 premiers ça allait, 52, 56 et 160, enfin rien qu'en le posant par terre, je me suis dit, oula, celui-là, il m'a l'air bien ouvert. Il mesurait 65 degrés de loft. Alors, je m'y suis pris à 3 fois pour le mesurer, parce que je ne pouvais pas y croire. 65, un écart de 5 degrés de loft. Bon, donc on a vite compris pourquoi ce club posait problème, effectivement. Voilà, encore une fois, en 10 secondes. Hein. Donc, ça c'est la première chose. Et avant d'aller à Carignan, donc je vais faire mon introduction là-dessus. L'étalonnage, c'est avant tout une cohérence de club. Une cohérence de club. Alors, primo, par quoi ça commence l'étalonnage? Ça commence déjà par savoir le loft de son dernier club de fer, en principe le pitching wedge. Bon, pitching wedge, historiquement, et puis après ça remonte jusqu'au fer 7, fer 6, fer 5, etc. Fer 4 qui disparaît, bon voilà. Les pitching wedge d'il y a encore quelques années, quand j'ai commencé mon activité, oui, ils faisaient 48, 47, parfois 46. Mais plus souvent 47 ou voire 48. Donc derrière, on avait la fameuse trilogie 52, 56, 60, de 4 en 4. 48, plus 4, 52, plus 4, 56, plus 4, 60. Bon. Et sauf qu'aujourd'hui, les pitching wedge ne font plus du tout 48 degrés de loft. Au mieux, 46. C'est ce que j'ai dans mon sac, 46. Très souvent 45, souvent 44, et parfois ça peut grimper jusqu'à 43, 42, 41. Je crois que je suis allé jusqu'à 40. Alors c'est sûr que quand on a un wedge, un pitching wedge qui fait 40 degrés de loft et qu'on embraye derrière sur un 52, ça fait quand même 12 degrés de loft d'écart. Je vous laisse imaginer le gap qu'il va y avoir entre ces 2 clubs.
Bon, donc ça c'est la première chose à analyser quand on fait un étalonnage, c'est le loft du pitching wedge. Bon, on va partir donc du 46, qui est quand même relativement la norme encore aujourd'hui. En toute logique, 46 plus 4, 50, plus 4, 54, plus 4, 58. Et c'est la raison pour laquelle la très très grande majorité des joueuses du LPGA, parce que j'ai pas mal recherché là-dessus, jouent cette trilogie, 50, 54, 58. Les joueurs du PGA, c'est plus variable. Certains ont conservé la trilogie 52, 56, 60. Il y en a de moins en moins. Beaucoup n'ont que deux wedges, 52, 58 ou 52, 60 ou 53, 59. Enfin, alors là, voilà, il y a des choses très aléatoires. Mais en tout cas, le trio 50, 54, 58, pour moi, c'est devenu la valeur sûre. La valeur sûre à avoir dans un sac, partant du principe que ces trois wedges vont vous permettre justement d'étalonner de façon très sereine, très cohérente, sur cette portion du jeu, en dessous, on va dire, de 90-100 mètres, qui est fondamentale. Fondamentale. Quel que soit votre niveau de golf, que vous soyez un index à un chiffre, comme c'est mon cas, que vous soyez un joueur intermédiaire et que vous soyez un débutant. Bon, débutant au cas par cas, si vraiment on parle d'un golfeur qui débute vraiment le golf, on ne va pas lui vendre trois wedges. Mais très rapidement, ces trois wedges vont montrer un intérêt certain à justement étalonner ces distances en dessous de 100 mètres. Voilà. Et puis, surtout aussi pour les seniors qui viennent me voir, c'est quand même la majorité des golfeurs qui viennent me voir, qui ont quand même compris pour la grande majorité, au bout quand même d'un certain vécu golfique, que améliorer son driving, oui, c'est important, mais c'est pas vraiment là qu'on va soit gagner des points, soit éviter d'en perdre. Éviter d'en perdre. Bon. Parce que avoir une approche de 40 mètres et ne pas savoir quel club jouer, et ça combien de fois on me le dit, on me dit Arnaud, à 40, à 60, je sais pas quoi faire, je suis perdu. Voilà. Parce qu'il y a déjà il n'y a pas de club, bien sûr il peut y avoir un manque de technique, mais en tout cas, rien que le fait de ne pas avoir le club entre les mains génère un manque de confiance absolue. Et on a beau, et même si on maîtrise bien sa technique, on va être dans l'à peu près, on va être dans des rafistolages qui peuvent tenir un jour, mais le lendemain qui volent en éclats, notamment en compétition, sous pression. Donc ça, je l'ai vécu. Bon. Donc, très grande importance de ces wedges, et donc nécessité d'avoir des outils cohérents. Bon, alors il y a la cohérence des lofts, je viens d'en parler, hein, et qui fait le parallèle, ou plutôt le pont avec ma vidéo précédente sur la distance. Le loft, c'est la variable numéro 1 en termes de distance générée par un club. Bon, après il y a d'autres variables, je vais les évoquer brièvement. Ça aussi, ça fait partie des choses que je constate à longueur de semaine, de golfeurs qui viennent me voir à l'atelier, de manque de cohérence entre leur fer et leur wedge. Qu'est-ce que j'entends par là? Manque de cohérence, c'est primo, et surtout les shafts. C'est-à-dire quand je vois passer un golfeur senior, admettons, avec des manches en graphite, jusque-là tout va bien, de 60 grammes, en senior flex, bon, qui est bien avec ses clubs, donc on va peut-être chercher à améliorer, mais qui est pas mal avec ses clubs, qui est bien, puis qui tout d'un coup bascule, un parmi d'autres que j'ai démonté, bascule vers le grand classique Dynamic Gold Steve 300 qui existe depuis X années et qui est vendu quasi systématiquement sur tous les wedges. Un shaft qui pèse 120 ou 125 grammes. Super raide, parmi les shafts les plus raides que je connaisse. Donc là, il y a un gros manque de cohérence. Je veux dire, le golfeur passe donc de 60 grammes à 120 et d'un shaft plutôt souple à une baramine. Bon. Alors, je sais, et je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui allez m'écrire en bas, mais Arnaud, c'est n'importe quoi. Tout le monde dit qu'il faut des wedges raides, lourds, pour être précis, pour être ceci, pour être cela. Je l'ai cru, moi aussi, fut un temps. C'est vrai, ça part d'une logique mathématique assez rigoureuse. C'est vrai, plus c'est lourd, plus c'est raide, plus on va faire des balles droites. Le seul problème, c'est que
Un golfeur qui, admettons, a un fer 7 en main à son second coup, avec un shaft à graphite, 60 grammes, senior flex, bon, qui se retrouve 30 mètres court du green, ou 30 mètres long, ou à droite, à gauche, peu importe, qui se retrouve avec cette approche à 40 mètres, avec son wedge, 120 grammes, extra stiff, hein, parce que le Dynamic Gold, c'est de l'extra stiff. Joué quand même par Tiger Woods et compagnie. Hein. Bon. Ben, son corps, instinctivement, sent la différence. C'est plus le même club, c'est plus du tout le même outil. Donc déjà, en termes de répétition du swing, pose problème. C'est-à-dire que le corps passe son temps à s'adapter entre quelque chose de léger, souple, et quelque chose de lourd, très raide. Sur quasiment tous les trous. Donc ça c'est la première dissonance, tiens, encore une, qui va s'afficher dans le cerveau et le corps du golfeur. Mais surtout, pour moi, et je le constate, mais à chaque fitting, quand je fais essayer à ces joueurs sceptiques, parce qu'ils sont sceptiques, hein, quand je leur fais essayer un wedge en graphite, et monsieur, essayez, vous verrez bien. Bon, ok. Que se passe-t-il? Très rapidement, le corps comprend que, oui, il a effectivement une homogénéité, une cohérence de sensations avec son pitching wedge, qui va avoir donc une influence sur le tempo, qui est pour moi, Nick Faldo disait que le tempo, c'est la glu qui colle tout le swing. Merci Nick, je suis d'accord à 100%. On peut avoir un super swing, si le tempo n'est pas là pour harmoniser le tout, le séquençage des mouvements dans un swing, et une fois sur deux ou une fois sur trois, on va faire un top, une gratte, un truc bon. Là, je suis à 100% d'accord avec ça. Le maître mot pour moi, dans le swing de golf, et surtout au wedging, c'est le tempo. C'est le tempo. Il m'arrive, moi je le constate parfois, d'avoir des impacts de balles pas vraiment centrés, pas fabuleux, mais le tempo est là. J'ai pas forcé, j'ai swingé doucement. On va le voir à Carignan, je vais vous parler de ma philosophie par rapport à ça. Et le résultat est très propre, très correct. Très correct. Donc, oui, l'outil que vous avez entre les mains, et notamment son poids, son équilibre, le flex, bon, à 30 mètres, ça n'a pas vraiment une incidence significative, hein, ça on pourrait y revenir. Mais le poids global du club et le poids en tête, sur lequel on peut travailler, plus ou moins lourd en tête, vont dicter ce tempo, cette glu, qui coup après coup, même si la technique n'est pas à 100% correcte, elles vont générer des approches satisfaisantes. Alors, on n'est pas sur le tour, donc approche satisfaisante, allez, j'ai envie de dire à 5 mètres du trou, vous voyez, qui peuvent laisser une ouverture sur sauver son par, ou voire même faire un birdie. Bon, là, je parle d'approche au-delà de 30 mètres. Voilà, donc ça c'est capital. Ça c'est capital. Et c'est la première chose que je voulais vous dire en introduction de cette vidéo. L'étalonnage commence par ça, à vérifier le loft de vos clubs, à comprendre, regarder, analyser la cohérence de vos shafts, de vos poids, de vos équilibrages. Et une fois que vous avez ça, là vous allez pouvoir commencer vraiment à travailler votre cahier d'étalonnage. Petit clin d'œil ici à la... Ah, c'était mon passage à l'université. J'ai retrouvé ce vieux sticker. Ville d'Oxford, qui n'a rien à voir avec l'Angleterre, hein, qui se situe à côté de la ville de Dublin, où s'est joué le mémorial de Jack Nicklaus très récemment. Voilà. On part à Carignan, et je vais vous montrer ma philosophie, mon approche de l'étalonnage. C'est l'endroit rêvé pour le faire. Et surtout en ce moment, les fairways, c'est de la moquette. Terrain plat, personne. À la Bushnell, voilà. Et puis un fairway mou, ce qui fait qu'on a le carry instantanément. Voilà. A tout de suite pour la suite de cette vidéo. Alors nous voici à Carignan, où je vais vous montrer un petit peu comment je procède à un étalonnage de wedge. Et la première chose à dire, à raconter, c'est bien sûr les conditions à réunir pour faire un bon étalonnage de wedge. Primo, la météo. Aujourd'hui c'est fabuleux, il n'y a pas un souffle de vent. Je pense que ça va tenir comme ça. Je suis à Carignan, qui est très vallonné hein, comme environnement, mais ici j'ai choisi une portion du terrain qui est totalement à plat sur 100 mètres, donc vraiment ça c'est important aussi, d'être à la bonne, au bon niveau de jeu, de pas être en montée ou en descente, d'avoir les pieds évidemment raisonnablement à plat, ici un léger dénivelé mais ça va. Ensuite,
choisir des balles de jeu, très important, très important. Alors sans aller jusqu'à... enfin si vous pouvez, idéalement, prenez les balles que vous jouez d'habitude en compétition sur le parcours. Mais bon, ici j'ai pris des balles correctes de jeu, je pense que ça suffit largement. Surtout pas des balles de practice ou des flotteurs à éviter, hein, évidemment, qui ne vous donneront pas des données précises. Voilà. Ensuite, prendre son temps, ne pas se dépêcher. Bon, moi j'ai de la chance ici, je suis tout seul, donc j'ai toute l'après-midi, donc c'est royal comme condition. Mais voilà, ne faites pas ça de façon précipitée, sachant que cet étalonnage va vous suivre et va vous servir ensuite pendant longtemps. Voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire également sur les conditions requises? Oui, sur les méthodes de calcul, bon, moi j'utilise bien sûr des jumelles, hein, j'utilise une Bushnell. Ça me semble vraiment pas mal du tout, c'est le plus précis pour mesurer. Je préfère, dès que je peux, les jumelles à n'importe quel radar, même un flight scope que j'utilise et qui est très précis, mais au moins la Bushnell, là on est vraiment au mètre près. Voilà, donc ça c'est pour les conditions à réunir pour réussir votre étalonnage. Alors maintenant j'en viens au cœur de cette vidéo, c'est ma philosophie de l'étalonnage. Alors pour la faire brève, ma philosophie a vraiment changé par rapport à la manière même d'aborder les coups en dessous de 100 mètres. Alors je m'explique. Pendant très très longtemps, je vous rappelle pour ceux qui me suivent, hein, que j'ai commencé le golf à 12 ans, donc oui, à 35 ans et plus. Et pendant quasiment toute ma vie, en fait, j'ai abordé ce jeu de façon... Oui, c'est un jeu dans le jeu, hein, de façon peut-être un peu trop simple. En me disant, Arnaud, par exemple ici, vous ne le voyez pas sur la caméra, j'ai une cible à 75 mètres. Bon, ben, je peux faire 75 mètres avec mon lob wedge. C'était pas celui-là à l'époque, là, c'est mon Vega actuel. Ben, je vais jouer le lob wedge. Alors, je vais jouer le lob wedge, je vais faire un plein coup, puisque je sais que je peux faire 80 mètres sans problème avec un lob wedge. Donc, je ne me posais pas de questions, je me mettais devant la balle. Je vais essayer de la jouer pour voir. Voilà. Un petit peu à froid, on va essayer. Effectivement, je ne sais pas si vous le voyez, je pense pas. Elle est au pied de l'arbre. Bon, 75 mètres. Elle a volé 75 mètres. Parfait, super coup. J'ai un peu de pour birdie. Sauf que l'expérience m'a montré que, et notamment en compétition ou en partie, oui, avec où on a envie de scorer quand même avec ses copains, etc. L'expérience m'a montré que faire un plein coup de 58 degrés, un plein coup de wedge, surtout si je commence à avoir les pieds un petit peu en pente, etc. À mon niveau de jeu, comporte beaucoup de risques. Encore une fois, la notion de probabilité au golf. Voilà. Et ce n'est qu'en fait qu'assez récemment, où j'ai compris que je pouvais tout à fait faire ce coup. C'est idiot, hein, ce que je vais vous dire, mais je pense qu'il y en a peut-être pas mal parmi vous qui ne le font pas. Et je vous enjoins, essayez et vous verrez. Eh ben, j'ai appris, et c'est le but de ce carnet que je vais vous montrer, mon petit carnet, où oui, bien sûr, j'ai ces distances. Je sais que je peux faire 80 mètres avec un lob wedge, mais je sais surtout que, avec un gap wedge, c'est ce que j'appelle ma zone de confort. Voilà, que je cherche mais que j'ai trouvé. Voilà, ma zone de confort avec un gap wedge, donc avec 50 degrés. Ici j'ai le 54. Se situe entre 55 et 75 mètres. Oui, vous avez bien entendu. 55 mètres, 75 mètres. Autrement dit, pour jouer cette cible à 75 mètres désormais, je vais jouer mon gap wedge. Et je vais faire ce que j'appelle un swing de confort. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Et c'est la première façon d'aborder l'étalonnage selon moi, c'est d'écouter son corps, de ne pas se fixer de cible. Ici je vais taper, j'ai mon 50 degrés entre les mains, mon gap wedge. Je ne vais prendre aucune cible, surtout pas. Je vais simplement écouter mon corps et faire un geste, un mouvement que j'appelle de confort, dans lequel je me sens bien, tout simplement. Je vais vous parler de tempo et de glu tout à l'heure à l'atelier, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, je ne focalise que sur un tempo doux, agréable, sans heurts. Je ne cherche surtout pas à taper la balle. Je cherche simplement à laisser jouer le club dans la gravité.
Ce qui d'ailleurs m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur la géométrie au wedging. La façon dont ce club naturellement, une fois qu'il est en haut du backswing, a envie de partir complètement sur la gauche, etc. etc. Bon, c'est le seul endroit où il peut aller. Bref, je reprends une petite parenthèse, mais ce swing de confort, c'est ça. Alors l'exercice est très simple, très vite. Je ne prends donc aucune cible. Là, j'ai mon 50 entre les mains. Et je vais simplement faire un swing de confort. Vous voyez? Je vais en taper 3. Sans jamais regarder l'endroit où est tombée la première d'ailleurs. Hop, je me remets devant la balle, je me mets à peu près dans le même axe, et je fais un deuxième swing. Bon. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, elles sont à 3 mètres l'une de l'autre, ces deux balles. Je les ai un tout petit peu grattées d'ailleurs. Bon. Le terrain est très très mou aujourd'hui. Et je vais aller les mesurer. Alors je prends les paris que je suis à 70 mètres. Avec un gap wedge. Qui ne m'a demandé aucun effort. Aucun effort. On en reparle dans 5 secondes. Je vais aller mesurer les balles. Et je vais vous dire la suite. Alors voilà. Voilà ma première. Et voilà ma seconde. Bon, allez, il y a 5 mètres d'écart entre les deux. Alors je vais me positionner au milieu de ces deux balles. Je vais prendre ma jumelle. Hop. Et on va mesurer. Je vais mesurer mon sac qui était juste à côté de moi, à 2 mètres près. Et je suis... J'ai du mal d'une seule main. Je suis à 62 mètres. Je suis à 62 mètres. Voilà, et là je suis au pied de l'arbre. La première. Alors, aïe, vous allez me dire, ah, la première est bien meilleure que les deux suivantes. Sauf que les deux suivantes, j'avais pas vraiment de cible. J'ai simplement laissé aller mon corps. Et vous voyez, 65 mètres, je vous ai dit que mon gap wedge, zone de confort, c'était entre 55 et 75. Ça, c'est ce que j'ai marqué sur mon calepin. En réalité, ma zone de confort, elle est pile à 65 mètres avec le gap wedge. Voilà, avec ce tempo et ce swing avec lequel je me sens le plus à l'aise. Pourquoi j'ai marqué 55-75 ? Pour me laisser une petite latitude, on va en parler tout à l'heure. Une latitude pour pouvoir effectivement quand même avoir plus de profondeur de jeu. Plus de profondeur de jeu. Et voilà. Donc je vais faire ça en fait avec mes 3 wedges. À la surprise, quand j'avais fait pour la première fois cet exercice, c'était le lob wedge. Ce lob wedge, en fait, ma zone de confort, elle s'arrête à 25 mètres. Bien, je vais vous en taper une, vous allez voir. 25 mètres. Ça veut dire que le lob wedge, je suis à l'aise à 25 mètres. Au-delà, commence un petit peu à forcer. Je vais vous en faire une ou deux, si vous ne me croyez pas. Me revoici avec mon lob wedge en main. En fait, c'est cette prise de conscience de ce que j'appelle le swing de confort, la zone de confort, m'est venue avec le lob wedge. Parce que j'étais plutôt bon, voire très bon, sur des lobes, oui, des petits lobes, 20, 15, 20, 25 mètres. Dès que je commençais à avoir des lobes de 30, 40, 50, là je commençais à être beaucoup moins bon, à partir à droite, à gauche, etc. C'est là que je me suis dit, non mais finalement c'est pas grave. Fais donc un swing de confort. Voilà, tel que celui-là. On mesure. Il n'y a aucune honte à s'arrêter à 25 ou 30 mètres avec un lob wedge. Parce que là je suis bien, là je suis en confort. Donc on contrôle. C'est le club qui est parfaitement en contrôle. On fait une deuxième. Je vais gratter, mais très légèrement. Là, il est 2 mètres plus courte que la précédente. On va les mesurer, mais je prends les paris à nouveau. Et je suis à 25, 30 mètres maximum. Alors vous voyez, bon, je suis content parce que ça vérifie les notes que j'avais prises il y a déjà 3 mois. Là, les 2 balles que je viens de taper, elles étaient à 30 et 32 mètres. Et j'ai effectivement marqué ce que j'appelle, moi, c'est pas zone de confort, j'ai marqué zone spinner. Parce que pour moi, c'est un coup,
c'est mon coup de spinner, quoi. Voilà, mon swing de confort avec des wedges, c'est un swing où je cherche à effectivement à donner beaucoup de backspin à la balle. Mais peu importe. Mais en tout cas, voilà, c'est jusqu'à 35 mètres de portée. 35-55, 55-75. Voilà, ça c'est en fait ces trois zones, ces trois clubs, c'est mes zones de confort. Alors une fois que vous avez noté vos zones de confort pour vos différents wedges, et vous pouvez aller jusqu'au pitching wedge d'ailleurs au passage, ben on va procéder à une approche beaucoup plus classique, parce que ces zones ne suffisent pas. Elles ne suffisent pas, même si j'essaie de les utiliser le plus possible, encore une fois pour les raisons que j'ai évoquées, parce que je suis plus en contrôle, en confort. Donc je limite la probabilité de la grosse casse. Mais ça ne suffit pas. Il est quand même très important ensuite de connaître la distance maximale que vous pouvez générer avec chacun de vos wedges. Alors ici j'ai mon 54 degrés. Voilà, donc je vais taper quelques balles avec ce club. On élimine bien évidemment les très mauvais coups, les grattes, les tops, etc. On ne retient que les coups médians. Un très bon coup par exemple. J'en avais tapé une juste avant, donc je vais aller les mesurer. Mais voilà, je vais donc définir mes portées maximales avec chaque wedge. Là, j'ai vraiment swingé à 100% comme si c'était un fer 7. Hein. Parce que malheureusement, swinguer à 70-80%, je ne sais pas trop faire. Voilà. En fait, je passe d'un extrême à l'autre. Soit la zone de confort extrêmement cool, pépère, etc. Soit le coup de 54 tapé comme un coup de fer 5. Hein. Bon. Parce que j'ai les mêmes clés techniques, la même dynamique. Bon, donc pour moi, c'est pareil. Une fois que vous avez vos distances maximales, après, comment on peut étalonner, peaufiner ces distances? Bon, ici, là, c'est un tableau mathématique que vous allez pouvoir mettre en place, qui est long, mais qui est rigoureux, qui a le mérite d'exister, qui va peut-être faire double emploi avec les zones de confort. À vous de choisir ensuite ce que vous préférez, mais qui est tout simplement de dire que déjà, l'étalonnage va commencer par le grip. En partant du principe que, évidemment, un coup frappé plein grip ne va pas générer la même distance qu'un coup généré en bas du grip. En fait, il y a trois zones. Ce que j'appelle le plein grip, le demi-grip et le quart de grip. On va l'appeler comme ça. Donc déjà, on a trois niveaux. Ce qui veut dire qu'avec chacun de vos wedges, vous avez déjà trois distances. Vous avez une distance quart de grip en faisant le même swing. Hein. On est d'accord. Je vais élaborer après, mais je pense que vous me voyez venir. Donc quart de grip, et je vais faire mon swing. Là, on l'a eu. Vous voyez que déjà, l'amplitude du swing change naturellement, parce que là, à quart de grip, personnellement, je ne peux plus avoir la même amplitude que si j'étais plein grip. Et là, je suis quand même 30 mètres plus court que les deux précédentes tapées plein grip. Hein. Et puis ensuite, demi-grip. Bon, en principe, il va y avoir 5 mètres d'écart entre quart et demi. Et là, c'est variable selon les golfeurs que j'ai pu observer. Ça, c'est la première chose. Pour chaque wedge, vous allez avoir trois données, quart de grip, demi-grip, plein grip. Et après, bien sûr, si on veut peaufiner, on va faire quoi? On va faire quart de grip, quart de swing. Quart de grip, quart de swing. Voilà. En essayant d'être toujours à peu près au même niveau. C'est le plus dur d'ailleurs. Quart de swing pour moi, c'est une montée qui s'arrête à peu près à hauteur entre les genoux et les hanches. Demi-swing, ça serait pour moi lorsque le club est à 90 degrés environ lors du backswing, ou en tout cas lorsque la main gauche est à peu près au niveau de la hanche gauche. Et le plein swing, évidemment, là où on peut donner sa pleine puissance. Donc, on est donc d'accord que pour chaque club, vous allez avoir 9 chiffres, 9 données. Quart de grip, quart de swing, quart de grip, demi-swing, quart de grip, plein swing, demi-grip, quart de swing, demi-grip, demi-swing, demi-grip, plein swing, plein grip, quart de swing, plein grip, demi-swing, plein grip, plein swing. Vous allez avoir des données qui vont se croiser ensuite entre les clubs. C'est là que, heureusement, parce que sinon ça devient une usine à gaz. Hein. Enfin, à l'arrivée, ça vous donne 27 données, 27 chiffres. Et je conclurai là-dessus. À vous ensuite de déterminer, primo,
si vous êtes à l'aise, plutôt au quart de grip, plutôt demi-grip ou plutôt plein grip. De déterminer ensuite si vous êtes à l'aise plutôt quart de swing, plutôt demi-swing ou plutôt plein swing. Et donc vous éliminez les valeurs sur lesquelles vous n'êtes pas à l'aise. Personnellement, quart de grip, je suis totalement pas à l'aise. Pour ceux qui me connaissent, mal de dos, lombaire, me pencher, c'est une horreur, quoi. Donc jamais je prendrai mon wedge personnellement tout en bas. Non, mon grip tout en bas. Sauf pour faire un petit chip. Petit chip, on est d'accord, pour faire un petit chip de 10 mètres, il n'y a aucun problème. Par contre, faire un demi-plein, voire même un quart de swing, j'en suis capable, mais voilà. Je sais que ça ne va pas faire plaisir à mon dos. Donc celui-là, je l'élimine. Voilà, donc ensuite, vous allez déterminer les valeurs de grip que vous aimez, les valeurs de swing que vous aimez. Vous allez combiner tout ça avec vos zones de confort, faire des rapprochements. Le but vraiment à l'arrivée n'étant pas d'avoir encore une fois une usine à gaz, mais d'avoir quand même une certaine idée. Tout dépend de votre niveau évidemment, mais de savoir quoi faire à peu près à 25, 35, 45, 60, voilà, de 10 en 10. C'est déjà beaucoup, et c'est déjà pas mal. Je sais que les pros sont au mètre près, 2 mètres près. J'en suis pas là et je n'en serai jamais là. Je veux dire, non, j'ai pas du tout cette prétention. C'est des heures d'entraînement. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Si j'avais le temps, pourquoi pas, mais non. Donc, je veux dire, entre une approche à 40 mètres et à 45 mètres, pour moi, je suis content d'arriver à peu près à ce niveau-là. Donc, voilà. Donc, vous prenez pas trop la tête avec ça non plus. Maintenant, je vous dis, ce qui est intéressant, c'est primo, d'analyser vos zones de confort. Deuxio, de voir si vous êtes plus à l'aise en quart, en demi ou en plein swing. Si vous êtes à l'aise en bas du grip, à la moitié ou en plein grip. Moi, je suis plus à l'aise plein grip, très, très clairement. Je veux dire, mes lobes, mes zones de confort, je les prends plein grip. Encore une fois, parce que j'ai des problèmes de dos. Spontanément, je me mets là. Hop. Ça m'évite de me relever, ça évite plein de choses. Bon. Mais c'est moi, c'est personnel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Oui, c'est une thématique importante, très importante. Donc voilà, ça prend du temps. Je pense que là, c'est la période idéale pour le faire. Ni trop froid, ni trop chaud. Des terrains il a plu, hein, donc des terrains quand même assez spongieux. Donc, parce que c'est sûr que faire un étalonnage sur un billard, c'est difficile, très difficile, impossible de savoir où la balle est tombée. Hein. Et c'est ça qui est important, où vos balles tombent. Après la roule, c'est autre chose. Hein. Le spin, la roule, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, mais là on parle de carry, de portée. Et je pense que c'est déjà une chose très importante de savoir où portent vos balles, avec quel club. Voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo.